Les annales du disque monde, 3 sorcières de Terry Pratchett. Épisode numéro 2. Le roi Vérance, lui, regardait le passé et partageait en gros le même point de vue. « Vous me voyez ?» demanda-t-il. « Oh oui, très bien même !» fit le nouvel arrivant. Les sourcils de Vérance firent des nœuds. La condition de fantôme exigeait apparemment beaucoup plus d'effort mental que celle de vivant. Il s'était pas mal débrouillé pendant 40 ans sans avoir à réfléchir plus d'1 ou 2 fois par jour, et maintenant, il fallait tout le temps s'y coller. « Ah !» fit-il. « Vous êtes un fantôme, vous aussi ?»« Bien observé. »« C'est la tête que vous avez sous le bras, » dit Vérance, content de lui. « Ça m'a mis la puce à l'oreille. »« Ça vous gêne ? Je peux me la remettre si ça vous gêne. » fit obligeamment le fantôme. Il tendit sa main libre. « Enchanté de vous connaître. Je suis Pot-de-Chambre, roi de l'encre. » Vérance, pareil. Il baissa les yeux pour examiner les traits du vieux roi et ajouta. « Je ne crois pas me rappeler votre portrait dans la grande galerie. »« Oh, tout ça, ça date d'après mon époque. » coupa court Pot-de-Chambre. « Vous êtes ici depuis combien de temps, alors ?» Pot-de-Chambre baissa la main et se frotta le nez. « Dans les 1000 ans, » dit-il, un soupçon de fierté dans la voix. « En tant qu'homme et fantôme. 1000 ans, c'est moi qui ai bâti le château, à vrai dire. Je venais de le faire joliment décorer quand mon neveu m'a coupé la tête pendant mon sommeil. Ça m'a mis dans un état, vous ne pouvez pas savoir. »« Mais 1000 ans ?» répéta faiblement Vérance. Pot-de-Chambre lui prit le bras. « Ça n'est pas si méchant, » confia-t-il, tandis qu'il entraînait le roi docile à travers la cour. « C'est mieux qu'être vivant par bien des côtés. » « Des côtés drôlement bizarres, alors, » lâcha Vérance. « J'aimais bien ça, moi, être vivant. » Pot-de-Chambre eut un sourire rassurant. « Vous vous y habituerez vite, » fit-il. « Je ne veux pas m'y habituer. »« Vous avez un champ morphogénique puissant, » dit Pot-de-Chambre. « Je le sais. Ces choses-là, je les sens. Oui, très puissant, je dirais. »« C'est quoi ?» ?»« Les mots, ça n'a jamais été mon fort, vous savez. J'ai toujours trouvé plus facile de cogner sur les gens avec ce qui me tombait sous la main. Mais je crois comprendre que ça se résume à votre intensité de vie. Quand vous viviez, j'entends. Quelque chose qu'on appelle... » Il marqua un temps. « La vitalité animale. Oui, c'est ça. La vitalité animale. Plus on en a eu, plus on reste soi-même, comme qui dirait quand on est fantôme. J'imagine que vous étiez 100% vivant, de votre vivant, » ajouta-t-il. Malgré lui, Vérance se sentit flattée. « J'ai toujours cherché à m'occuper, » dit-il. Ils avaient tranquillement traversé le mur de la grande salle, vide pour l'instant. La vue des tables à tréteaux déclencha une réaction automatique chez le roi. « Comment fait-on pour le petit déjeuner ?» demanda-t-il. La tête de Pot-de-Chambre parut surprise. « On ne fait rien, » dit-il. « Nous sommes des fantômes. »« Mais j'ai faim, moi. »« Non, vous n'avez pas faim, vous savez. Ce n'est que votre imagination. » Des cuisines parvenaient des bruits de casseroles. Les cuisiniers étaient déjà debout et, faute de consignes particulières, préparaient le menu normal pour le petit déjeuner du château. Des odeurs familières remontaient les ténèbres du passage voûté qui menait aux cuisines. Vérance renifla. « Des saucisses » fit-il rêveur. « Du bacon, des œufs et du poisson fumé. » Il regarda fixement Pot-de-Chambre. « Du boudin » murmura-t-il. « Vous n'avez pas vraiment d'estomac, » remarqua le vieux fantôme. « Tout ça, c'est dans la tête. La force de l'habitude. Vous pensez seulement avoir faim. »« Je pense avoir une faim de loup. »« Oui, mais vous ne pouvez rien toucher, vous voyez, » expliqua gentiment Pot-de-Chambre. « Rien du tout. »
Vérance se baissa doucement sur un banc afin de ne pas passer au travers et se prit la tête dans les mains. Il avait entendu dire que la mort pouvait être terrible. Il n'avait pas compris à quel point. Il avait envie de se venger. Il avait envie de sortir de ce château soudain affreux, de retrouver son fils. Mais il était encore plus terrifié de découvrir ce dont il avait vraiment envie. Tout de suite, c'était une assiété de rognons. Une aube humide envahit le paysage, escalada les remparts du château de Langres, prit le donjon d'assaut et enfin pénétra par la fenêtre du solarium. Le duc Casquette contemplait d'un œil morne la forêt dégoûtante d'eau. Elle était si vaste. Non pas, se dit-il, qu'il eût quoi que ce soit contre les arbres, mais en voir autant le déprimait terriblement. Il avait toujours envie de les compter. « Tout à fait, mon amour, » dit-il. À ceux qui le rencontraient, le duc rappelait une espèce de lézard, du type qui vit sur les îles volcaniques, bouge une fois par jour, possède un troisième œil atrophié et cligne des paupières sur un rythme mensuel. Lui se considérait comme un homme civilisé davantage fait pour l'air sec et le soleil éclatant d'un climat correctement réglé. D'un autre côté, songea-t-il, il pouvait y avoir des agréments à être un arbre. Les arbres n'ont pas d'oreilles, de ça il était à peu près sûr. Ils ont l'air de se débrouiller sans en passer par le sacro-saint mariage. Un chêne mâle, faudrait qu'il vérifie, un chêne mâle jette son pollen au vent, et toutes ces histoires de glands, à moins que ce ne soient des pommes de chêne, non, des glands, il en était à peu près sûr. Bref, toutes ces histoires-là se passaient ailleurs. « Oui, mon trésor, » dit-il. Oui, les arbres avaient trouvé la combine. Le duc Casquette lança un regard noir au toit de la forêt. Salaud d'égoïste. « Certainement, ma chérie, dit-il. »« Comment ?» fit la duchesse. Le duc hésita, s'efforça désespérément de se repasser en tête le monologue des 5 dernières minutes. Elle avait eu des mots comme quoi il était une moitié d'homme et volontairement infirme. Et il croyait bien qu'elle s'était plainte du froid qui régnait dans le château. Oui, c'était sans doute ça. Eh bien, ces maudits arbres fourniraient l'occasion d'une bonne journée de travail, pour une fois. « Je vais ordonner qu'on en abatte quelques-uns et qu'on les amène directement ici, mon adoré, » dit-il. Lady Casquette resta momentanément sans voix. Un événement à marquer au calendrier. C'était une forte femme, impressionnante, qui évoquait à ceux qui la croisaient pour la première fois un galion toute voile dehors, effet qu'accentuait sa conviction malheureuse que le velours rouge lui allait plutôt bien. Pourtant, il ne lui rehaussait pas le teint. Les deux s'assortissaient. Le duc songeait souvent à la chance qu'il avait eue de l'épouser. Sans la force de l'ambition de la duchesse, il ne serait qu'un seigneur local de plus, sans autre occupation que chasser, boire et exercer son droit de cuissage. Alors qu'il se trouvait à présent à une marche du trône et qu'il serait sans doute bientôt le monarque de tout ce que son regard embrassait. Mais son regard n'embrassait que des arbres. Il soupira. « Qu'on abatte quoi ?» fit Lady Clash glaciale. « Oh, les arbres, » répondit le duc. « Qu'est-ce que les arbres viennent faire là-dedans ?»« Eh bien, il y en a tellement, » dit le duc avec émotion. « Ne détournez pas la conversation. »« Pardon, ma douce. Ce que je disais, c'était « Comment avez-vous pu être assez bête pour les laisser s'échapper ? Je vous avais dit que ce serviteur serait bien trop loyal. On ne peut pas faire confiance à des gens pareils. »« Non, mon amour. Vous n'avez pas, par hasard, eu l'idée d'envoyer quelqu'un à leur poursuite, j'imagine. »« Benzen, ma chère, et de garde. »« Oh !» La duchesse se tut un instant. Benzen, capitaine de la garde personnelle du duc, était un tueur aussi efficace qu'une mangouste psychotique. C'est lui qu'elle aussi aurait choisi. Elle fut contrariée qu'on la prive momentanément d'une occasion de prendre son mari en défaut, mais elle se ressaisit magnifiquement. « Il n'aurait pas eu besoin de les poursuivre du tout si vous m'aviez écouté, mais vous ne le faites jamais. »« Je ne fais jamais quoi, ma passion ?» Le duc bâilla. La nuit avait été longue. Il y avait eu un orage aux proportions inutilement dramatiques, puis toute cette cochonnerie avec les couteaux. «
On a déjà signalé que le duc Casquette était à une marche du trône. La marche en question se trouvait en haut de l'escalier menant à la grande salle, celui que le roi Vérance avait dévalé en catastrophe pour atterrir, contre toutes les lois de la probabilité, sur sa propre dague. Son médecin personnel avait néanmoins déclaré la mort parfaitement naturelle. Benzen était passé voir l'homme pour lui expliquer qu'une chute dans un escalier avec une dague dans le dos était un mal qu'on attrapait en ouvrant imprudemment la bouche. À vrai dire, ce mal avait déjà frappé plusieurs membres de la garde royale, un peu durs d'oreille, comme à un début d'épidémie. Le duc frissonna. Certains détails de la nuit lui revenaient, à la fois flous et horribles. Il s'efforça de se rassurer. Le plus pénible était passé, maintenant, et il avait un royaume. Un royaume pas très important, composé surtout d'arbres apparemment, mais un royaume quand même, couronne à l'appui, si seulement on arrivait à remettre la main dessus. Le château de l'Ancre avait été bâti sur un affleurement rocheux par un architecte qui avait entendu parler de Gormago, mais n'avait pas le budget. Il avait fait de son mieux, cependant, avec un petit assortiment de tourelles soldées, de soubassements, contreforts, créneaux, gargouilles, tours, cours, donjons et culs de basse-fosse en promotion, autant dire tout ce dont un château a besoin, en dehors peut-être de fondations sérieuses et du genre de mortier qui ne s'en va pas à la moindre averse. Le château penchait vertigineusement au-dessus des eaux blanches et impétueuses de la Lancre qui grondait, lugubre, 300 mètres plus bas. Et régulièrement, quelques morceaux tombaient dedans. Mais tout petit qu'il était, le château recelait 1000 cachettes pour une couronne. La duchesse sortit rapidement trouver une autre victime à réprimander et laissa Lord Casquette à sa morne contemplation du paysage. Il se mit à pleuvoir. Comme pour répondre à un signal, des coups violents retentirent à la porte du château. Ils dérangèrent beaucoup le portier du château qui jouait à épluche-oignon avec le cuisinier du château et le fou du château dans la chaleur de la cuisine du château. Il grogna et se leva. « On frappe à Louis, dit-il. « À lui qui » fit le fou. « À Louis dehors, crétin !» Le fou lui jeta un coup d'œil inquiet. « Au dehors de lui, tu veux dire ? Je n'y comprends rien, fit-il d'un air soupçonneux. Ça ne serait pas un genre de zen, ça, des fois ? Dès le portier partit en ronchonnant vers sa loge, le cuisinier poussa une nouvelle pièce dans la cagnotte et lança par-dessus ses cartes un regard pénétrant au fou. « C'est quoi un zen ?» demanda-t-il. Les clochettes du fou tintinnabulèrent tandis qu'il mettait de l'ordre dans son jeu. Distraitement, il répondit « Oh, une secte du clash, sens direct dérivé du système philosophique de Sumitin, connu pour sa simplicité, son austérité et l'assurance d'atteindre la sérénité et la plénitude individuelle par la méditation et des techniques respiratoires. Un de ses aspects intéressants consiste à poser des questions apparemment absurdes afin d'élargir les portes de la perception. « Qu'est-ce que tu me chantes là ?» fit le cuisinier, l'air méfiant. Il était à cran. Lorsqu'il avait monté le petit déjeuner dans la grande salle, il avait eu l'impression que quelque chose essayait sans arrêt de lui retirer le plateau des mains. Et comme si ça ne suffisait pas, ce nouveau duc l'avait renvoyé chercher. Il frissonna. Des flocons d'avoine et un œuf poché baveux. Il était trop vieux pour ces choses pareilles, le cuisinier. Il avait ses habitudes. C'était un cuisinier dans la vraie tradition féodale. Ce qui n'avait pas de pommes dans la bouche et qu'on ne rôtissait pas, il refusait de le servir. Le fou hésita, une carte à la main, réprima sa panique et réfléchit vite. « Ma foi, non, oncle, couina-t-il. Tu as plus une question en toi qu'une flotte n'a d'armitons. » Le cuisinier se détendit. « Bon, d'accord, » fit-il, pas entièrement satisfait. Le fou perdit les 3 coups suivants, pour plus de sûreté. Le portier, pendant ce temps, déverrouillait le guichet de la porte et regardait à l'extérieur d'un air interrogateur. « Qui s'en vient frapper à Louis ?» grogna-t-il. Le soldat, tout trempé et terrifié qu'il fût, marqua un temps. « À lui ? À lui qui ?» fit-il. « Si c'est pour faire chier, tu peux y rester toute la journée, à lui, » dit calmement le portier. « Non, il faut que je voie le duc tout de suite !» s'écria le garde. « Les sorcières sont sorties !» Le portier était sur le point de répondre. «
C'est la bonne saison pour ça, ou... J'aimerais bien, moi aussi. Mais il se ravisa lorsqu'il aperçut le visage du garde. Ce n'était pas le visage de qui a envie de rigoler, plutôt celui de qui a vu des choses qu'aucun homme honnête ne devrait connaître. « Les sorcières ?» fit Lord Casquette. « Les sorcières !» fit la duchesse. Dans les corridors balayés de courants d'air, une voix aussi légère que le vent dans les trous de serrure au loin fit, avec une note d'espoir, « Les sorcières !» Les médiums. « On se mêle de ce qui nous regarde pas, voilà, » dit Messire du Temps. « Et il n'en sortira rien de bon. »« C'est très romanesque, » fit Magra dans un souffle, et elle lâcha un gros soupir. « Sentimentalisme à l'eau de rose, » dit Nounouog. « Enfin, » dit Magra, « vous avez tué cet affreux bonhomme. »« Moi ? Jamais. J'ai juste poussé les événements à suivre leur cours. » Mais Messire du Temps fronça les sourcils. Il n'avait pas de respect. Quand les gens ont plus de respect, les ennuis sont pas loin. Agueux, dis donc. L'autre homme l'a amené ici pour le sauver, s'écria Magra. Il voulait qu'on le garde en lieu sûr. C'est évident, c'est la destinée. Oh, évident, fit Mémé. J'admets que c'est évident. Malheureusement, l'évidence, c'est pas forcément la vérité. Elle soupesa la couronne dans ses mains. Elle paraissait très lourde, d'une manière qui dépassait les grammes et kilos tout bêtes. « Oui, mais le fait est, » commença Magra. « Le fait est, » dit Mémé, « que des gens vont venir faire des recherches, des gens sérieux, des recherches sérieuses, du genre à abattre les murs et mettre le feu au chaume et... » « Qui c'est-il, les pépés, dis donc ?»« Et, Gita, je t'assure que ça nous ferait drôlement plaisir que t'arrêtes de glousser comme ça. » lança sèchement Mémé. Elle sentait ses nerfs qui se mettaient en pelote. Ses nerfs la travaillaient toujours dans les moments d'indécision. En outre, elle s'était repliée dans la chaumière de Magra, et le décor l'horripilait parce que Magra croyait dans la sagesse de Dame Nature, dans les elfes, dans le pouvoir guérisseur des couleurs, dans le cycle des saisons et dans des tas d'autres choses auxquelles Messire du Temps refusait d'avoir affaire. « Tu comptes tout de même pas m'apprendre comment m'occuper d'un enfant ?» répliqua Nounouog avec douceur. « À moi, qu'en ai une quinzaine. Je dis seulement qu'on devrait réfléchir. » Les deux autres l'observèrent un moment. « Alors ?» fit Magra. Les doigts de Mémé battaient la charge sur le bord de la couronne. Son front se plissa. « D'abord, faut le faire partir d'ici, » dit-elle. Elle leva la main. « Non, Gita, je suis sûre que chez toi c'est l'idéal et tout, mais il y a des risques. Faut qu'il s'en aille loin d'ici, très loin, là où personne le connaît. Et puis, il y a ça. » Elle se lançait la couronne d'une main à l'autre. « Oh ça, c'est facile, » fit Magra. « Je veux dire, vous la cachez sous une pierre, n'importe quoi, c'est facile. Beaucoup plus facile que les bébés. »« Non, » dit Mémé. « Pour la bonne raison que le pays est plein de bébés, et qu'ils se ressemblent tous. Mais qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup de couronnes. Elles ont la manie de se faire retrouver de toute façon. On dirait qu'elles attirent les gens. Si tu la fourrais sous une pierre dans le coin, en moins d'une semaine, quelqu'un tomberait dessus par hasard. Tu peux me croire. » Ça, c'est bien vrai, fit Nounouog avec sérieux. Combien de fois on a vu ça? On jette un anneau magique au fin fond de la mer, après on rentre à la maison, on s'attable devant une tranche de turbo pour le thé et paf, le voilà. Elles réfléchirent en silence. Moi, j'ai jamais vu ça, répondit Mémé avec humeur. Et toi non plus. N'importe comment, il pourrait demander qu'on la lui rende. Si elle lui revient de droit, j'entends. Les rois font grand cas des couronnes. Vraiment, Gita, des fois, et qu'est-ce que tu peux raconter comme... Je vais faire du thé, vous voulez ? Proposa gaiement Magra qui disparut dans l'arrière-cuisine. Les deux aînés restèrent assises de chaque côté de la table, dans un silence aussi poli que revêche. Nounouog finit par dire « Elle a bien arrangé son intérieur, non ? Des fleurs et tout. C'est quoi ces machins sur le mur ? Des seaux, fit Mémé avec aigreur. Quelque chose comme ça. C'est chic, dit Nounouog. Et toutes ces robes, ces baguettes et le reste ? Moderne, fit Messire du Temps en reniflant. Moi, quand j'étais jeune, on avait des boules de cire, 2 ou 3 aiguilles, et on s'en contentait. Nos enchantements, on se les faisait nous-mêmes en ces temps-là. Ah ben nous, on a pissé beaucoup d'eau sous les ponts depuis, dit Nounouog d'un air solennel.
Elle donna une petite secousse de réconfort au bébé. Mais Messire du Temps renifla encore. Nunu-Hog avait été marié 3 fois et régnait sur une tribu d'enfants et de petits-enfants dispersés par tout le royaume. Bien sûr, rien n'interdisait réellement à une sorcière de se marier. Mémé devait en convenir, mais à contre-cœur. Vraiment à contre-cœur. Elle y alla d'un 3e reniflement des approbateurs, qu'elle regretta. « C'est quoi cette odeur ?» lança-t-elle. « Ah !» fit Nunu-Hog, qui changea avec précaution le bébé de position. « Je crois que je vais aller voir si Magra aurait pas des chiffons propres. Tu veux bien ?» Et Mémé se retrouva seule. Elle ne se sentait pas à l'aise, comme toujours quand on se retrouve seule dans la chambre d'autrui, et elle réprima son envie de se lever pour aller examiner les livres rangés sur l'étagère au-dessus du buffet, ou vérifier la poussière de la tablette de cheminée. Elle tourna et retourna la couronne dans ses mains. Une fois encore, elle lui parut plus grosse et plus lourde que nature. Elle aperçut le miroir au-dessus de la cheminée et baissa les yeux sur la couronne. C'était tentant. La couronne la suppliait quasiment de l'essayer pour voir si elle lui allait. « Ma foi, pourquoi pas ?» Elle s'assura que les autres n'étaient pas dans les parages, puis, d'un seul geste, se débarrassa de son chapeau et se posa la couronne sur la tête. Elle avait l'air à sa taille. Mémé se redressa fièrement et agita une main impérieuse vaguement en direction du foyer. « Exécution !» dit-elle. Elle eut un geste arrogant vers l'horloge de parquet. « Coupez-lui la tête, ça lui fera les pieds, ventre-bleu !» ordonna-t-elle. Elle sourit, sinistre. Elle se figea en entendant les cris, le fracas des chevaux, le chuintement mortel des flèches et le choc sourd, humide des lances dans la chair. L'écho des charges successives lui résonnait dans le crâne. Les épées se heurtaient aux boucliers, aux autres épées, aux os implacables. Les années défilèrent dans sa tête en l'espace d'1 seconde. Tantôt elle gisait parmi les morts, tantôt elle pendait à la branche d'un arbre, mais il se trouvait toujours des mains pour la ramasser et la déposer sur un coussin de velours. Mémé souleva très prudemment la couronne de sa tête. Elle dut faire un effort, la couronne résistait, et la mit sur la table. « Alors c'est comme ça, être roi ?» dit-elle doucement. « Je me demande pourquoi ils veulent tous le boulot. »« Vous prenez du sucre ?» demanda Magra derrière elle. Faut être un parfait crétin pour être roi. »« Pardon ?» Mémé se retourna. Oh, « Je t'ai pas vu entrer, » fit-elle. « Tu disais ?»« Du sucre dans votre thé ?»« 3 cuillerées. » répondit-elle promptement. C'était l'un de ses grands regrets dans l'existence, à Messire du Temps. Malgré tous ses efforts, au sommet de sa carrière, elle avait encore un teint de pomme vermeille et toutes ses dents. Aucun charme au monde n'arrivait à décider la moindre verrue à prendre racine sur son minois plutôt joli, quoique légèrement chevalin, et une consommation immodérée de sucre ne réussissait qu'à lui donner de l'énergie à revendre. Un mage qu'elle avait consulté lui en avait expliqué la cause. Elle avait un métabolisme, ce qui, au moins, lui permettait de se sentir vaguement supérieure à Nunu-Hog, qui n'en avait sûrement jamais vu la queue d'un. Magra servit consciencieusement 3 bonnes cuillerées. Ce serait agréable, songea-t-elle avec mélancolie, qu'on lui dise merci de temps en temps. Elle eut conscience que la couronne la regardait. « Tu le sens, hein ?» fit Mémé. « Je l'ai dit, non ? Les couronnes attirent. »« C'est horrible. »« Non, non, c'est comme ça, voilà. C'est plus fort qu'elle. »« Mais c'est de la magie. »« C'est comme ça, voilà. » répéta Mémé. « Elle me pousse à l'essayer, » dit Magra, la main au-dessus de la couronne. « C'est ça, oui. »« Mais je serai forte. »« C'est ce que je pense. » dit Mémé, la figure soudain curieusement sans expression. « Qu'est-ce qu'elle fait, Gita ?»« Elle donne un bain au bébé dans l'évier, » répondit distraitement Magra. « Comme on pourrait cacher une chose pareille. Il se passerait quoi si on l'enterrait quelque part bien profond ?»« Un blaireau la déterrerait, » dit Mémé d'une voix lasse. « Ou un prospecteur s'en viendrait chercher de l'or ou autre chose. Ou un arbre s'en mêlerait les racines autour, une tempête l'arracherait, puis quelqu'un la ramasserait et se la mettrait sur la tête. » « Sauf si c'est quelqu'un d'aussi fort que nous, » remarqua Magra. « Sauf ça, évidemment, » dit Mémé qui s'étudia les ongles. « Mais avec les couronnes, c'est pas de les mettre qui pose un problème, c'est de les enlever. » Magra prit l'objet et le retourna dans ses mains. « Elle ressemble pourtant pas trop à une couronne, dit-elle. »« T'en as déjà vu des tas, j'imagine, » fit Mémé.
T'es experte en couronne, dame. J'en ai vu quelques-unes. Elles ont beaucoup plus de pierres précieuses et des bouts de tissu au milieu, dit Magra d'un air de défi. Ça, c'est un truc de rien. Magra gousse d'ail! C'est vrai. Quand je faisais mon apprentissage avec Bobonne Pleurniche, Qu'elle repose en paix. qu'elle repose en paix, elle m'emmenait à dos d'âne ou à l'ancre chaque fois que les baladins venaient jouer. C'était une passionnée de théâtre. Ils ont plus de couronnes qu'on a dedans. Remarquez? Elle marqua un temps. Bobonne disait qu'elles étaient en fer blanc, en papier et tout, avec des bouts de verre pour les pierres précieuses. Mais elle faisait plus vrai que celle-là. Vous trouvez pas ça bizarre? La chose qui essaie de ressembler à une chose ressemble souvent plus à la chose que la chose. C'est bien connu. Mais je suis pas d'accord pour encourager ce système. Et puis c'est quoi ces gens qui se baladent en jouant avec des couronnes? Vous connaissez pas le théâtre? S'étonna Magra. Mais Messire du Temps, qui n'avouait jamais son ignorance en quoi que ce soit, n'hésita pas. Oh si, Fit-elle. ce temps de ces machins-là, hein? Bobonne Pleurniche disait que c'était le miroir de la vie. Ça lui remontait toujours le moral, qu'elle disait. Pour sûr. Approuva Mémé avec force. Quand c'est bien joué, en tout cas. Sont bien braves, non? Ces gens qui jouent du théâtre. Je crois, Et ils se baladent dans tout le pays, tu disais? fit Mémé qui regardait d'un air songeur la porte de l'arrière-cuisine. Partout. Il y a une troupe à l'ancre en ce moment, à ce qu'il paraît. J'y suis pas allée parce que, vous savez bien. Magra baissa la tête. C'est pas convenable pour une femme d'aller dans ces endroits-là toute seule. Mémé opina. Elle approuvait entièrement ce genre d'idée, à condition, bien sûr, qu'elle ne s'applique qu'aux autres. Elle tambourina des doigts sur la nappe de Magra. Oui, Dit-elle. et pourquoi pas? Va dire à Gita de bien couvrir le bébé. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu bien jouer du théâtre.